de noter d'ores et déjà, et après comme ça je ne me gruge plus sur la conférence de Jacques-Antoine, que le 5 mai, et cette fois-ci ce sera en présentiel, nous aurons à Paris 6 la présence de Claude Champagne. Donc celles et ceux d'entre vous qui aiment le co-développement, vous serez certainement ravis de savoir qu'il est en France et qu'il sera reçu. Et de mémoire, c'est Sylvie qui est avec nous ce soir, qui co-animera, je pense, sa présentation. Donc, notez sur vos tablettes le 5 mai. Et Émilie, en présentiel où? Paris 6. C'est tout ce que je sais. Paris 6. C'est tout ce que je sais pour le moment. Après, évidemment, au fur et à mesure, sur notre site, l'info parviendra. Et sinon, Maglone, qui est notre office manager, te le dira aussi éventuellement. Super. Donc, et puis vous allez voir la com qui va arriver au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour l'institutionnel. Alors maintenant, on parlait de Jacques-Antoine, je pense que vous le connaissez tous, donc voilà. Moi, j'ai eu un peu, comme Chantal le disait tout à l'heure, beaucoup de plaisir à échanger la semaine dernière pour préparer ce soir. Et que vous dire? Alors déjà, je te l'avais dit, je l'ai sorti, il est toujours avec moi, il a suivi tous mes déménagements, Jacques-Antoine, voilà. Donc, on le sait tous, en plus d'être consultant, d'être coach, d'être superviseur, d'être psychiatre, d'être psychothérapeute, il est auteur. Donc, Jacques-Antoine a écrit plusieurs livres, dont celui-là, Systémique et entreprise, qui était un village mondial. Et il va avoir une actualité littéraire. Là, je vais faire ma grande librairie version SF Coach, puisque le 18 mai, il aura un nouveau livre qui sort aux éditions de l'Observatoire, qui s'intitule « La folie dans tous ses états ». Et il y en a un autre, et là, je ne dirai pas, on ne dévoile pas encore le nom de l'éditeur, mais il y en a un autre qui va sortir quasiment dans la foulée et qui, lui, sera à nouveau sur les entreprises familiales. Ce qui m'a amené à dire à Jean-Antoine, mais c'est quoi, pourquoi tu as ce créneau particulièrement des entreprises familiales? Et nous, depuis le dictionnaire des coachings, on avait échangé sur ce sujet. Donc, ça remonte à... Merci Fabrice. J'ai rien vu, Fabrice, tu peux recommencer? Quel Fabrice, voilà. Qui nous fait quoi? Il fait la pub. De Rexo, ici c'est le Québec. Ah oui, toi aussi Fabrice, c'est ça, on a même vous parlez du quart de Rexo ici au Canada. Je suis ravie, entre parenthèses, de voir une compatriote montréalaise qui, donc, vous savez d'autant plus que Claude Champagne est québécois. Bon, je refais ma parenthèse et je la referme. Pourquoi Jacques-Antoine creuse-t-il ce sillon-là? Et donc, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'en gros, entre la logique familiale, quand il intervient en tant que consultant, que coach, que thérapeute, et la logique d'entreprise, peuvent ou devraient, selon les cas, se croiser plus ou moins harmonieusement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est comme ça qu'en croisant ces deux pratiques, il en est arrivé à se rendre compte que parfois, notamment, il me disait, notamment, seulement un tiers des entreprises familiales passent d'une génération à l'autre et que très souvent, la logique familiale au moment de la transmission va prendre le pas sur la logique entrepreneuriale. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse particulièrement à ce sujet, qu'il n'a de cesse de continuer de creuser et éventuellement de publier à partir de là. C'est ce dont Jacques-Antoine va nous parler ce soir. Il souhaite plutôt, donc on ne sera pas trop dans un format d'atelier, de sous-groupe, etc., mais plutôt une conférence. Et au fur et à mesure où vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. Alors, soit effectivement, vous pouvez lever la main, soit vous pouvez les noter dans le chat et je ferai en sorte de prévenir Jacques-Antoine de l'interrompre pour poser les questions. Voilà, dernière petite chose juste pour rire, Jacques-Antoine a beaucoup d'humour, ça fait partie des souvenirs que j'avais de nos échanges. Et nous avons même trouvé le moyen de parler de bière ambrée pendant ses préparatifs. Alors, je sais que ce soir, officiellement, il a du sirop parce qu'il a de la toux, mais qu'y a-t-il dans les flacons? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, maintenant, nous sommes tout oui, Jacques-Antoine, et merci encore à toi d'être avec nous ce soir et nous nous quitterons vers 20h. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Pour le moment, pas encore. Bon. Alors, effectivement, tu as peut-être un peu dévoilé l'important du sujet, c'est le fait qu'effectivement, le moment de la transmission, sur lequel je reviendrai plus longuement, est un moment très délicat pour beaucoup d'entreprises familiales. On le voit d'ailleurs de temps à autre, notamment à propos de grandes entreprises. Les micros, pardon de t'interrompre, les micros, s'il vous plaît, veuillez les couper parce qu'on entend beaucoup de bruit. Pardon, Jacques-Antoine. Non, c'est bon. Parce qu'effectivement, on entend parler quelquefois de grosses entreprises. Ça a été le cas chez Hermès il y a quelque temps.
même dans les grandes entreprises, le moment de la transmission peut être très délicat. Comme tu l'as dit, effectivement, en tenant compte de la variabilité des tailles, du mode d'organisation, de l'ancienneté, en gros, statistiquement, il n'y a qu'un tiers des entreprises familiales qui passent d'une génération à une autre, donc qui gardent leur caractère familial. C'est à la fois beaucoup si on prend le nombre d'entreprises familiales, je vais y revenir également, mais c'est également assez peu. Pourquoi? Parce que le moment de la transmission, ce qui paraît relativement évident, mais je crois qu'il faut aller plus loin, il y a, comme tu l'as dit également, la logique familiale, c'est-à-dire affective, c'est-à-dire irrationnelle, prend le pas, devient plus importante que la logique entrepreneuriale. Alors, les entreprises familiales, c'est d'une certaine façon, là on va remonter jusqu'au Moyen Âge, c'est ça s'appelait des guildes par exemple, pour un certain nombre de métiers, pour un certain nombre d'artisans. C'est la forme de structure d'entreprise la plus ancienne et la plus développée encore de nos jours. On considère habituellement que les entreprises familiales, c'est au moins 80% du PNB dans beaucoup de pays, Alors, y compris dans des pays. Oui, vas-y. quand même, puisque tu parles de chiffres, justement, à nouveau, nous avons une question toujours de notre amie de Montréal, Valérie, qui nous demande les chiffres que tu as donnés sont sur un tiers d'entreprises par rapport à la transmission. Ce sont des chiffres pour la France? Non, enfin, je veux dire, alors, euh, comment dire, les études sur les entreprises familiales en France sont relativement récentes. Dans les pays anglo-saxons, elles sont étudiées depuis très longtemps. Donc, je pense que c'est quand même un chiffre relativement, entre guillemets, universel. Parce que les dynamiques sont les mêmes, finalement. Les seules différences qui peuvent en partie expliquer la difficulté de la transmission, ça se situe au niveau fiscal. Et là, il y a eu des grandes avancées, notamment par quelqu'un, l'ancien patron du CNPF, qui était Gattaz, qui a fait évoluer la loi et faciliter la transmission au niveau fiscal. Je pense que c'est ce qui, selon les pays, il y a sûrement des différences, évidemment, selon les pays, il y a quand même des différences au niveau fiscal, mais en général, c'est de cet ordre-là. Donc, 80% du PNB, là aussi, c'est un chiffre assez général qui correspond à la réalité, non seulement dans des pays, disons, de l'ancien monde, mais également dans des pays nouveaux, dans ce qu'on appelait encore il y a quelques années des pays émergents. Cette forme de travail, c'est-à-dire associant une famille, les membres d'une famille qui interviennent plus ou moins dans la conduite de l'entreprise et qui a une vision patrimoniale du fonctionnement de l'entreprise, c'est donc la forme majoritaire dans tous les pays, avec évidemment sûrement des différences. Bon. Donc c'est un point important. À partir de là, moi, depuis le temps que je fais que j'interviens en entreprise et que je fais des supervisions, ce qui m'a toujours frappé, c'est que longtemps, même si les choses ont bougé depuis quelques années, les consultants et donc plutôt les coachs intervenaient relativement peu dans les entreprises familiales, malgré, encore une fois, leur grand nombre et malgré le caractère chaotique qu'elles peuvent connaître autour de la transmission. Les consultants interviennent ou intervenaient peu. Pourquoi? Parce qu'évidemment, et tu l'as précisé tout à l'heure, vaut mieux avoir une vision du fonctionnement d'une famille en même temps qu'une vision du fonctionnement de l'entreprise. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je vais évidemment préciser en considérant d'emblée qu'on n'est pas obligé d'être thérapeute familial ou psychothérapeute pour intervenir dans une entreprise familiale. Il y a dans cette évolution où avant, disons en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'adage bien connu, on lavait son linge sale en famille, donc on ne faisait pas appel à des intervenants extérieurs.
Une des évolutions relativement récentes, disons 15 ou 20 ans, c'est l'arrivée dans les entreprises familiales, évidemment plutôt à partir d'une certaine taille, de DRH non familiaux. Jusque-là, fréquemment, le patron familial, généralement fondateur, était à la fois DG, PDG et DRH. C'est-à-dire, il prenait les deux fonctions, ce qui donnait d'ailleurs ce qu'on a longtemps appelé un fonctionnement paternaliste dans ces entreprises. J'y reviendrai également. Alors que depuis donc 15, 20, 25 ans, la complexification du Code du travail, l'internationalisation, la rapidité avec laquelle, dans certains domaines, les technologies se suivent, se succèdent de façon de plus en plus rapide, fait que ces dirigeants familiaux ont tendance à faire appel à des DRH non familiaux. Jusque-là, en fait, le poste de DRH était considéré comme un poste important, comme les finances, mais de plus en plus, ils sont confiés, ces deux postes, à des non-familiaux, ce qui fait que ces DRH, généralement seniors, donc venant de ce que on peut appeler le privé, disons, dans des distinctions assez simplistes, ont l'habitude de travailler avec des consultants et des coachs, et donc font appel plus facilement qu'avant à des consultants et à des coachs. Donc, cette évolution a fait... Pardon de t'interrompre à nouveau, mais puisque tu m'y es autorisé pour le principe de la conférence d'aujourd'hui, nous avons des demandes de certains et certaines participantes qui trouvent que comme tu dois bouger sur ton ordinateur n'est peut-être pas stabilisé sur une table, l'image bouge beaucoup et ça les indispose un peu. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais poser ton ordi sur une table ou quelque chose? Oui, je vais poser l'ordinateur sur mes genoux et je ne vais pas bouger, je promets. D'accord. Je ne veux pas entraîner de troubles C'est ça, on va de avoir son. des malaises vagos sinon, ça serait embêtant quand même. Oui, voilà. Voilà. Je te remercie, désolée de t'avoir interrompu à nouveau, mais tu m'y es autorisé. Vas-y. Donc, même si ça reste délicat, évidemment, je vais y revenir, il est de plus en plus fréquent d'intervenir dans les entreprises familiales parce que ces entreprises familiales font de plus en plus facilement appel à des intervenants extérieurs, donc mettant en échec ce qui se passait jusque-là, c'est-à-dire, je répète, on lavait son linge sale en famille. Bon. Donc, ces entreprises familiales ont certaines caractéristiques. Alors, je suis désolé pour... je n'ai pas identifié qui est au Québec, c'est ça au Québec? C'est Valérie Sanchez de mémoire. D'accord. Alors là, je vais parler un peu de la France, je suis désolé. Il y en a combien du Québec? Il me semble que c'est notre délégué, si je puis le dire comme cela. Ah Valérie. oui. Pour le moment, en tout cas, je ne vois que Montréal affiché à côté de son nom. Je vais un peu parler de la France. Je crois que ce que je vais dire à propos de la France n'est probablement pas vrai pour des raisons historiques au Québec ou au Canada, mais en France, les entreprises familiales se sont essentiellement développées historiquement, donc évidemment à partir du XVIIIe siècle, dans les régions frontalières, c'est-à-dire proches de sources de technologies nouvelles, différentes, autrement dit dans le nord, dans l'est, mais également en Bretagne et en Vendée, donc dans des régions frontalières, avec de fortes connotations religieuses, je reviendrai également, ce qui est par exemple particulièrement le cas dans le nord de la France, et aussi dans des régions avec une forte tradition agricole, parce que de fait, il y a des choses très particulières dans le fonctionnement de l'entreprise familiale qui a à voir avec la mentalité paysanne et avec l'importance accordée au nom de famille et donc au nom de l'entreprise. Donc, il y a une tradition dans ces régions, évidemment, qui est beaucoup moins prégnante depuis quelques dizaines d'années, mais personnellement, je suis pas mal intervenu dans le nord de la France. Encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises familiales. Bon. Donc, il y a des valeurs, évidemment, dans l'entreprise familiale
que j'ai un peu abordé tout à l'heure en parlant de valeurs paternalistes. Mais ce que je trouve intéressant quand on s'intéresse un peu à cette notion de valeur dans l'entreprise à laquelle on est constamment confronté, c'est que beaucoup d'entreprises non familiales tentent d'avoir des valeurs d'entreprise familiale. C'est-à-dire elles copient le fonctionnement ou elles tentent de copier le fonctionnement des entreprises familiales parce qu'on sait, il y a de nombreuses études qui l'ont démontré, que ces entreprises familiales, d'abord, sont plus pérennes que les autres, malgré les risques, encore une fois, de la transmission. Et deuxièmement, pour le dire de façon un peu simpliste, généralement, toutes les études démontrent qu'on s'y sent mieux que les employés s'y sentent mieux que dans d'autres entreprises. Donc, il y a en termes de valeur des choses qui sont très prégnantes, très importantes, très particulières, que je qualifiais tout à l'heure encore une fois de paternalistes, mais il faut savoir que même si maintenant avec le recul, on a une certaine ironie vis-à-vis de ce terme, longtemps les entreprises familiales, j'entends au 19e et au début du 20e, ont été très en avance au niveau social. Au niveau social. Ce qu'on peut, encore une fois, prendre de façon négative en parlant de paternalisme, mais elles ont été, certaines d'entre elles en tout cas, très en avance au niveau social. Bon. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est appelé ou qu'on peut être appelé pour intervenir dans une entreprise familiale? Je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est essentiellement au moment de la transmission. J'ai envie de dire, là encore une façon un peu simpliste, que le reste du temps, ça se passe relativement bien. C'est-à-dire, autrement dit, c'est une entreprise normale, c'est-à-dire où la logique managériale et entrepreneuriale prend le dessus. Et là, on est en terrain connu quand on a l'habitude d'intervenir. Mais au moment de la transmission, c'est-à-dire avant, quelquefois plusieurs années avant, pendant la transmission peut quelquefois durer très longtemps. Je vais donner quelques exemples. Et même après la transmission, j'entends officielle, les problèmes familiaux peuvent remettre en question même l'identité de l'entreprise et même son existence. Peut-être avant que tu poursuives, on a Jean-François qui nous dit « Je n'ai pas bien compris l'importance de la frontière. Est-ce que tu pourrais y revenir, s'il te plaît ?» Oui, on sait par exemple que dans l'Est et dans le Nord de la France, par exemple dans le Nord, il y a une tradition d'entreprises manufacturières de tissus, de coton, de laine, etc., etc. Et les techniques venaient notamment d'Angleterre, par exemple. Donc, cette région-là, le Nord, une des explications qui fait qu'on peut comprendre la tradition manufacturière dans le nord de la France, par exemple, est due à l'introduction par, évidemment, des dirigeants plutôt, on dirait, entreprenants, de techniques qui venaient de l'étranger. Autrement dit, les innovations, c'est moins le cas maintenant, dans un monde incroyablement internationalisé où les informations passent très vite, mais longtemps, les informations venaient d'au-delà de la frontière. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises familiales, évidemment conduites par des entrepreneurs, se sont développées près des frontières. C'est également le cas dans l'Est de la France, où malgré les guerres, parce qu'évidemment cette région-là a été très malmenée depuis le XVIIIe siècle, malgré les guerres, des innovations sont venues d'outre-Rhin et ont donc permis le développement de certaines entreprises manufacturières, par exemple dans l'Est de la France. Donc ça, c'était la précision par rapport. Je ne sais pas qui a posé la question. Est-ce qu'on peut... C'était Jean-François Muliez. Est-ce que ça vous convient? Sinon, vous pouvez remettre votre micro et interagir. Hein. Oui. Parfait. Bon, je pense que tu peux poursuivre. Qui ne dit mot consent. Pardon, c'est parfait. Merci beaucoup. J'ai compris. Ce qui m'inquiétait un peu, c'est Jean-François, si je peux me permettre de te tutoyer, c'était ton nom. Comme je me suis dit quand même, est-ce que tu fais partie d'un familier ou... Oui, je suis effectivement du Nord. Quoi?
Je suis effectivement du Nord, donc, mais je connais. Donc voilà, je voulais juste une précision sur l'histoire de la frontière, mais oui, effectivement. Le textile, Bon. je connais, la distribution un petit peu aussi. Voilà, Alors, à la propos du Nord, je distribution. tiens à signaler que nous avons non seulement Montréal, mais la Belgique qui est représentée, puisqu'il y a une personne, Christine Anseval, qui m'a dit « Mais moi, je suis en Belgique ». Donc, la Ah, bah. francophonie est réunie autour de ton sujet. C'est super. Moi, Il je ne suis manquerait plus qu'un suisse. Suisse. Alors, Magali. Non, Suisse. Magali, vas-y, Magali. Non, c'est tout bon, c'est OK. OK. C'est tout bien. Parfait. OK. Bon, donc, qu'est-ce qui fait qu'on est appelé à intervenir? Donc, j'insiste sur ce point, c'est quasiment toujours autour de la transmission. J'ai déjà mentionné l'importance des DRH, qui ont l'habitude, a priori, de travailler avec des consultants et des coachs, mais il y a aussi une espèce de constante, en tout cas, moi, je l'ai souvent vécu, ce sont plutôt les enfants du dirigeant familial, fondateur, qui font appel à un consultant ou à un coach. J'ai très souvent vécu ce genre de situation et leur discours est à peu près toujours le même, c'est-à-dire notre père ou notre mère ou les deux, couple dirigeant, dit qu'il va partir, il a même éventuellement annoncé qu'il partait, les choses ont été actées au niveau financier, au niveau fiscal, etc., etc., mais il ou elle ne part toujours pas. Donc, cette double source, DRH plus enfant, recouvre la grande majorité des demandes d'intervention. La caractéristique, à partir du moment où j'ai bien insisté sur la longueur possible de la transmission, c'est que les interventions en entreprise familiale peuvent parfois durer très longtemps, c'est-à-dire plusieurs années. Par exemple, je me souviens comme ça, il y avait 3 fils qui, en dehors de leur père, ont pris contact avec moi, c'est-à-dire n'ont rien dit à leur père. Par contre, moi, ils m'ont confié que déjà des avocats, des notaires, ça c'est important, cette dimension-là, étaient intervenus toujours pour la transmission, mais que leur père ne lâchait pas les rênes. Je les ai vus une première fois, j'ai dit, moi je ne peux rien faire tant que votre père ne me demande pas quoi que ce soit. Ils m'ont rappelé seulement 1 an après. Et 1 an après, le père avait 82 ou 83 ans. Donc, c'est dire que ce sont des interventions qui peuvent durer longtemps, plusieurs années, et qui sont soumises en fait, évidemment, au pouvoir du dirigeant, qui, même si ce pouvoir officiellement a été transmis, reste très présent et est le seul qui puisse. Alors quelquefois avec des facteurs extérieurs, la maladie, etc., qui puisse faire une demande effective d'intervention. Si je parle des notaires et des avocats, c'est que je me souviens, il m'est arrivé une fois d'intervenir dans une family office, enfin plutôt un regroupement de family office, où je disais, mais ces histoires-là de transmission peuvent quelquefois mettre en péril l'entreprise. Je me souviens des gens sérieux, a priori, qui sont armés au niveau légal, au niveau financier, me disaient oui, certains sont intervenus pour me dire, mais il y a quelquefois, on a rencontré dans notre travail des dirigeants qui préféraient voir disparaître l'entreprise plutôt que de transmettre l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on est là dans ce que j'ai qualifié de très irrationnel tout à l'heure, de très affectif, où l'histoire de la famille, quelquefois sur plusieurs générations, brutalement, au moment de la transmission encore une fois, s'exacerbe et peut donner, surtout de la part du dirigeant, des positions parfaitement irrationnelles qui peuvent aller jusque des attitudes qu'on peut qualifier de suicidaires. Encore une fois, ça m'a été confirmé par des gens qui travaillent dans des family office, dans la mesure où, ça c'est évidemment, je vais insister sur des aspects affectifs, l'entreprise fondée par une personne, voire par le père, le grand-père, etc., d'une personne,
peut devenir un enfant plus important, plus réel que les enfants biologiques. Autrement dit, cet irrationnel fait que pour ne pas avoir à transmettre à un enfant biologique, le dirigeant, fondateur, a fortiori, va préférer, alors évidemment on peut invoquer des tas de raisons, peut préférer mettre en péril l'entreprise plutôt que de transmettre à un enfant. Donc ça veut dire qu'au niveau affectif et irrationnel et au niveau du devenir de l'entreprise, ça peut être très grave, ce qui explique en bonne partie le 1/3, c'est-à-dire il y en a 2/3, soit qui passent dans une autre famille, soit qui tombent dans une autre forme de management, soit tout simplement qui disparaissent. Donc, c'est un moment très important. Donc, on est appelé par plutôt, ou un consultant ou un coach sera appelé plutôt par un DRH qui, lui, voit comment ça se passe, qui a priori un peu plus de pouvoir que d'autres personnes dans l'entreprise, sauf le patron, ou des enfants qui vont généralement de façon assez clandestine faire appel à quelqu'un. Donc, on est vraiment je dirais, on est d'emblée dans les coulisses du fonctionnement de la famille. Alors, je voudrais maintenant insister sur un point qui, je le dis tout de suite, est délicat. Étant donné cette prévalence de la logique familiale au moment de la transmission sur la logique entrepreneuriale, il ne me paraît pas pertinent de prendre uniquement une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire de travailler avec l'entreprise familiale comme si elle n'était pas familiale. Autrement dit, j'ai pris l'habitude depuis déjà un certain temps de ne travailler qu'avec la famille. Alors après, la configuration peut être très différente suivant les cas, mais je ne travaille qu'avec la famille, c'est-à-dire je prends en main le fonctionnement de la famille eu égard à son engagement dans l'entreprise. Alors je vais en donner des exemples après. Ce que je fais toujours, je dis, mais ceci n'est pas une thérapie familiale. C'est un travail avec la famille en lien avec le fonctionnement de l'entreprise. Alors, je dis que c'est délicat parce que je conçois aisément que la distinction n'est pas facile à faire, à poser et à imposer, mais il me paraît évident, je vais en donner donc rapidement des exemples, qu'on ne peut travailler qu'avec la famille, étant donné cette prévalence. Alors, il y a une question? Non? Je vais plutôt sur une remarque. Non seulement on a le Montréal, on a la Belgique, mais on a aussi Lida Narayana, qui est de l'île de la Réunion et qui souligne que le tissu économique est essentiellement composé de sociétés familiales. Oui, absolument. Donc, je ne travaille qu'avec la famille. Mais depuis le temps que je me balade, je sais que ça paraît difficile pour beaucoup de laisser de côté, en tout cas pour un temps, ce en quoi on travaille dès lors avec les représentants d'une entreprise. Encore une fois, la configuration peut être très différente. Quelquefois, ça n'est qu'avec le couple, les parents. Quelquefois, c'est le couple avec les enfants. Quelquefois, c'est que les enfants. Quelquefois, c'est plus large encore. Pourquoi il y a des configurations très différentes? Parce que la famille elle-même a changé. On n'est plus, comme ça a été le cas, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, face à des familles nucléaires, c'est-à-dire parents, enfants. On n'est plus face à des familles où il y avait 8, 10 enfants. Quand j'insistais tout à l'heure sur la dimension religieuse de ces régions et de ces familles, c'est que, pour le dire de façon un peu rapide et un peu simpliste, sûrement, on faisait beaucoup d'enfants pour être sûr qu'il y aura quelqu'un qui sera en mesure de reprendre la main pour l'entreprise. Jean-François est dans le Nord. Moi, je suis intervenu dans le Nord dans une entreprise où il y avait 10 enfants. C'était il y a quelques années. Et encore une fois, avec
évidemment de fortes connotations religieuses. Bon, maintenant, 10 enfants, c'est relativement rare. Mais en gros, on est autour de 2, hein, statistiquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a moins d'enfants, les parties rapportées, conjointes et conjoints du ou des enfants, ont pris une importance particulière. C'est-à-dire que ce qui se passait avant, il y a eu aussi beaucoup d'études qui ont été faites là-dedans, et notamment dans le Nord. Par exemple, dans le Nord, il y a la Cato, hein, qui est une fac catholique. Il y avait un entre-soi extraordinairement développé au niveau industriel, etc. etc. Mais maintenant, alors qu'avant, on faisait des mariages à forte connotation industrielle, c'est-à-dire effectivement pour rapprocher des familles qui avaient des activités identiques ou connexes. Maintenant, évidemment, il est beaucoup plus difficile de dire au fils unique, tu vas te marier avec une femme qui a fait HEC ou qui est une ingénieure très sophistiquée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parties rapportées sont à la fois une solution dans certaines entreprises parce qu'il y a un apport de compétences que n'a pas nécessairement la famille et que n'ont pas nécessairement les membres de la famille, mais en même temps un problème parce que le couple ou le couple des enfants peuvent, comme dans tous les couples, avoir des difficultés et là encore remettre en question le fonctionnement de l'entreprise. Donc, quand je parle de configurations différentes, ça dépend vraiment des cas. Quand je repense à l'exemple que je viens de donner, quand je suis intervenu dans une entreprise avec 10 enfants, plusieurs journées, j'ai travaillé avec 10 personnes, 10 enfants, parmi lesquels, je ne me souviens plus exactement le détail, mais il y avait 2 ou 3 parties rapportées qui étaient immédiatement partie prenante dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, ça peut être beaucoup de gens, ça peut être beaucoup de personnes. Ça correspond loin de là, pas du tout nécessairement à un CODIR ou à un COMEX, c'est la famille. Dans d'autres cas, il m'est arrivé, je vais un peu encore complexifier le modèle, de travailler d'abord avec, en une seule journée, le père, puis la mère, puis les parents, puis tout le monde l'après-midi, c'est-à-dire les parents et les 3 enfants. Je veux dire, toutes les configurations sont possibles et il faut savoir s'adapter au fonctionnement de la famille. On peut avoir des règles, comme je viens de le dire, une règle qui est je vais voir la famille ou les membres de la famille qui sont partie prenante, mais on peut être, il m'est arrivé par exemple il n'y a pas longtemps de travailler avec les 4 enfants d'une famille. Alors bon, la mère était morte, le père était plus ou moins Alzheimer, j'avais les 4 enfants, mais parmi les 4 enfants, il y avait une qui n'était pas du tout dans l'entreprise. Et ça me paraissait important de travailler avec elle. Donc, je ne travaille qu'avec la famille dans des conditions, dans des configurations, encore une fois, très différentes des autres. Et je le reprécise, j'insiste là-dessus parce que je le dis, ce n'est pas une thérapie familiale, mais c'est un travail avec la famille. Eu égard à ce que les liens qui se jouent dans la famille, encore une fois, exacerbés par la transmission, ont des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est comme s'il s'agissait de rentrer par là où ça devient important, jusqu'à pour prendre en compte dans un second temps le fonctionnement de la famille. Alors, je vois une question qui a Quels sont les disparu. objectifs principaux d'une intervention de coach dans ce domaine? Réussir une transmission, éviter le conflit ou autre. Donc, quels seraient les objectifs de l'intervention du coach dans ce contexte? Et c'est Mireille qui nous le demande. Alors, a priori, l'objectif méta, c'est faciliter, je dirais même pas réussir la transmission, parce que ça peut être, après, il faut voir ce que signifient les mots, c'est vraiment faciliter la transmission. Parce que d'une certaine façon, une transmission n'est jamais totalement acquise. J'en donnerai également des exemples. Donc, faciliter la transmission
éviter les conflits. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec les termes éviter un conflit, parce que les conflits sont là de toute façon. Donc, il ne s'agit pas de les éviter, mais plutôt de les dépasser, y compris d'ailleurs même dans ce travail avec la famille, parce que ce n'est pas anodin de travailler avec une famille, encore une fois, avec tous les éléments affectifs qui se jouent. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit, mais d'aller au-delà. Et quelquefois même, le fait de travailler avec la famille, ça permet l'expression du conflit. Précisément, ça permet l'expression du conflit. Encore une fois, je pense à un exemple où il y avait aussi 5 ou 6 enfants. On était dans une entreprise industrielle, disons. La salle de réunion était à 30 mètres de l'atelier de l'entreprise et où les 5 ou 6 enfants, et je pense qu'il y avait 2 ou 3 parties rapportées, ça s'engueulait grave, très gravement, avec des cris. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de les calmer, que d'ouvrir les fenêtres, parce qu'ils se sont dit quand même, c'est peut-être un peu gênant que les gens qui sont dans l'atelier entendent les cris. Donc, il s'agit souvent, pourquoi? Parce que ce qu'ils disent souvent, c'est que dans les familles, j'ai envie de dire comme dans une famille normale, il y a des conflits, ce qui est parfaitement normal, mais souvent, même dans l'entreprise familiale, et peut-être surtout dans l'entreprise familiale, on ne se voit pas, on ne discute pas, on ne se voit pas, on ne discute pas. Donc, le fait même de travailler avec la famille permet d'aller au-delà des conflits, et c'est pour ça que je réagis sur le terme éviter les conflits. Non, c'est même quelquefois permettre, comment dire, la manifestation des conflits, des désaccords, et même, évidemment, avec tout ce que ça peut avoir de désagréable, y compris pour l'intervenant. Donc, c'est vraiment d'aller au-delà. Autre question. Pardon, oui. fini, je pensais que tu avais terminé. D'aller au-delà, disais-tu? Oui, je disais, donc, il s'agit de faciliter la transmission, d'aller au-delà du conflit. Donc, c'est pour ça que je réagissais simplement sur les termes éviter le conflit. Non, les conflits sont normaux. Et ils sont même, enfin, je veux dire, on sait tous que la famille est l'endroit le plus dangereux au monde. Hein. Alors justement, en parlant de famille, on avait une question de Pirouz qui nous dit, la famille inclut-elle bien les gendres et les brus? Parce que tu parlais aussi de pièces rapportées tout à l'heure. Oui, voilà. Alors ça dépend. Ça dépend parce qu'encore une fois, historiquement, comme il y a moins d'enfants, il y a plus de parties rapportées, ce que j'appelle les parties rapportées, qui peuvent intervenir dans la vie de l'entreprise. Et même quelquefois qui prennent plus d'importance que les enfants biologiques. Donc effectivement, il peut y avoir, ça dépend vraiment des configurations. Pour moi, il n'y a pas une seule configuration, ça dépend vraiment des configurations. Parce que je me souviens par exemple, il y a quelque temps, je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit voilà, mon mari a une entreprise, mais je n'ai jamais été accepté par mes beaux-parents. Bon, on est dans une famille normale, hein, quasiment, en tout cas ce qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle famille. Donc, elle, il était absolument exclu, en tout cas dans un premier temps, que je travaille avec elle et ses beaux-parents. J'ai d'abord proposé de voir le couple, parce que, a priori, le mari n'avait pas vendu sa femme à ses propres parents. Et elle m'expliquait, enfin, on est dans une banalité totale, que tous les week-ends, lui va déjeuner chez ses parents. Enfin bon, je veux dire, toutes les configurations sont possibles. Donc, il peut y avoir effectivement les parties rapportées ou il peut ne pas y avoir les parties rapportées. Ça dépend. C'est très variable. Et nous avions aussi une autre question, parce que tu parlais de logique, notamment irrationnelle à un moment, et nous avons eu une question de Valérie qui nous dit, est-ce qu'il y a souvent des dirigeants irrationnels et, entre guillemets, suicidaires, ou des enfants qui font le nécessaire pour ne pas reprendre l'entreprise? Oui, alors absolument. Alors, il y a deux questions. Hein. Souvent, je dirais pas souvent, mais encore une fois, j'étais très frappé par les témoignages faits par des gens qui travaillent dans des family office, qui se confrontaient eux-mêmes à des attitudes suicidaires de la part du dirigeant. Premièrement. Deuxièmement, dans l'évolution de la famille, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, il est beaucoup plus difficile maintenant pour des parents
d'obtenir de leurs enfants qu'ils fassent ce qu'ils veulent, les parents. C'est-à-dire la soumission des enfants est moins importante qu'il y a quelques dizaines d'années. Donc, les enfants ne prennent pas toujours le relais, voire, effectivement, comme ça vient d'être évoqué, font en sorte de ne pas prendre le relais. Et ça, c'est un sacré problème. Et encore une fois, ça introduit la notion de partie rapportée, voire on peut aller plus loin dans la logique familiale, c'est-à-dire on peut aller chez les cousins, les cousines, etc., les neveux et nièces. Donc, effectivement, des enfants qui sont a priori plus exigeants qu'avant, qui a priori veulent décider de leur devenir, ce qui était moins le cas il y a quelques dizaines d'années, peuvent décider, voyant leurs parents et peut-être surtout leur père, travailler 20 heures par jour pour l'entreprise, qui vivent l'entreprise comme étant plus important pour le père, la mère ou les deux qu'eux-mêmes, peuvent effectivement faire en sorte de s'éloigner de toute possibilité de reprise de l'entreprise. Évidemment, c'est toujours difficile de dire souvent, parce qu'effectivement, ce sont des choses qui sont très subjectives, mais oui, bien sûr, ça fait partie de l'évolution de la famille. Autrement dit, une des difficultés des entreprises familiales, c'est que dans les familles qui possèdent une entreprise familiale, l'évolution sociologique, culturelle des familles a mis à mal le modèle industriel de l'entreprise familiale qui peut se développer sur plusieurs générations. Donc oui, bien sûr. Nous avions une proposition de regard que j'ai trouvée intéressante pendant que tu répondais à cette question. C'est Caroline qui nous dit partie rapportée ou valeur ajoutée? Et je dirais même valeurs ajoutées. J'ai trouvé que c'était intéressant comme point de vue, je te le partage. Et par ailleurs, je te laisse le temps de déglutir et je te propose en même temps une autre question qui nous viendra donc de Valérie, de Montréal, qui nous dit « Pour ce type d'intervention, est-il important d'être psychologue ou psychothérapeute et coach ?» Je pense que tu nous l'avais dit, mais c'est peut-être important que tu y reviennes. Et en tout cas, de travailler en binôme pour allier les deux accompagnements, coach et psy. Alors oui, alors, comment dire? J'ai toujours du mal à poser des règles strictes, rigoureuses et surtout qui peuvent être exclusives. Je pense que c'est mieux quand on est psy et psychothérapeute, voire de famille, je ne peux pas dire autrement puisque j'ai deux casquettes, mais ça ne me paraît absolument pas. Enfin, je connais des consultants et des coachs qui interviennent en entreprise familiale sans qu'ils soient psychothérapeutes. Hein. Donc, c'est mieux, mais ce n'est absolument pas une condition obligatoire. Sûrement pas. Alors, le travail à deux, c'est ça, hein, ça c'était la seconde partie de la remarque. Est-ce qu'éventuellement on peut travailler en tandem? Il y a déjà entre-temps une autre question qui est apparue que je te livrerai tout à l'heure. Si l'on termine sur celle-ci, donc c'était faut-il absolument être ou coach ou psy pour accompagner? Et la deuxième partie de la question était ou en tout cas travailler en binôme par rapport à ces accompagnements. Alors, pour moi, la question du binôme est, comment dire, est assujettie à une autre notion. Quel que soit le contexte, en l'occurrence, puisque c'est le sujet aujourd'hui, entreprise familiale ou pas, travailler à deux, pour moi, n'a qu'un seul intérêt, c'est de ne pas être d'accord. Autrement dit, travailler à deux ne relève pas de la complémentarité des compétences, ce qui me paraîtrait plutôt appauvrissant parce que ça mettrait chacun dans un scénario très particulier. Je trouve que quand on travaille à deux, y compris dans l'entreprise familiale, l'intérêt, c'est de ne pas être d'accord. Enfin, là, je parle plutôt en termes plutôt systémiques. C'est-à-dire, vous savez, probablement qu'une notion absolument centrale en systémique, c'est la notion d'homéostasie, c'est-à-dire la question du changement et du non-changement. Donc, si je vais un peu vite, si je réponds un peu à côté à la question du binôme, mais ce qui est intéressant en travaillant à deux, c'est que l'un des deux soit plutôt du côté du changement et l'autre soit plutôt du côté du non-changement. Donc, le binôme me paraît assujetti à ce désaccord, j'ai envie de dire, je vais employer un autre gros mot, ce désaccord stratégique dans les prises de position de chacun, plutôt que dans une complémentarité qui, si j'ai bien compris, serait l'un serait plus ou moins psy et l'autre plus ou moins consultant ou coach.
Donc, pour moi, le binôme, c'est ça. L'intérêt principal du binôme, c'est ça. Et n'est pas, de mon point de vue, dans la complémentarité des compétences. Parce que ça voudrait dire que c'est très enfermant, une compétence. C'est très important, une compétence. Moi, ce qui me paraît plus intéressant quand on travaille à deux, c'est de ne pas être d'accord. Alors, je ne parle pas, comment dire, je parle pas normalement, là. Hein. Je suis prêt à reconnaître que ce n'est pas très orthodoxe ce que je dis, mais puisqu'on me pose la question… Et puis c'est bien pour ça que nous sommes une soixantaine à t'écouter, parce qu'on sait que tes propos, justement, ont toujours un petit côté un peu décalé. Alors, les messages se multiplient, donc j'espère que par rapport au fil de ta conférence, ça va quand même te convenir. Nous avons beaucoup de questions, je t'en propose déjà certaines. L'une de la part de Stéphanie qui nous dit « Avez-vous des expériences où il va apparaître des enfants adultérins ou des enjeux de maîtresse cachée ?» On est pas loin de Chabrol, là, hein. Mireille qui va nous demander aussi, alors là, grâce à Mireille, j'ai appris un mot qui est énochien. Attends, je peux répondre à la question Tu vas une par une, d'accord. Alors vas-y, commence par les enfants et les maîtresses. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais attends, on est avec des familles normales. On est avec des familles normales, enfin normales, le tout venant des familles. C'est-à-dire, effectivement, il m'est arrivé de tomber dans ce travail avec la famille, alors je précise peut-être pour donner un peu un arrière-plan important, c'est sur plusieurs jours, c'est une journée. Pour moi, il est hors de question de réunir 3, 4, 5, 10, 12 personnes pendant une demi-journée. C'est une journée entière et ça peut se répéter. Donc d'abord, c'est un travail lourd, comment dire, engageant, d'accord ? Mais on peut tomber comme dans n'importe quelle famille sur des choses délicates, disons, elles-mêmes lourdes, mais il ne s'agit pas de les traiter. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le sujet est difficile et délicat, parce qu'on ne peut que tomber éventuellement sur des choses comme ça, mais il ne s'agit pas de les traiter comme on le traite en thérapie familiale. Ça n'a rien à voir. Mais la réalité, les faits peuvent être les mêmes dans une thérapie familiale que dans le travail avec la famille qui possède, entre guillemets, une entreprise. Les faits sont les mêmes, peuvent être les mêmes. Je veux dire, il m'est arrivé, par exemple, pour en rajouter et décourager certains, sur des abus sexuels entre frères et sœurs au cours de, il y a 20 ans ou 25 ans en arrière. Donc oui, bien sûr, mais je pense que annoncer d'emblée, ce n'est pas une thérapie familiale, mais être conscient, bien évidemment, du fait que les faits qui peuvent traverser des faits douloureux, dramatiques, qui peuvent traverser toutes les familles, peuvent être rencontrés dans ce travail avec les familles, dans le cadre d'une entreprise familiale. Il n'y a pas de famille sans secret, puisqu'on parlait d'enfants adultérins, etc., etc. Mais le travail avec le secret ne sera pas du même ordre. Par contre, je veux dire, si on se confronte à la réalité de ces entreprises, donc de ces familles, on peut parfaitement tomber effectivement sur des secrets. C'est normal. C'est normal. Il n'y a pas de jugement moral, quoi. C'est normal. Il n'y a pas de famille sans secret, ça ferait un beau titre pour des romans un peu, voilà, des sagas. Alors, je continue dans les nombreuses questions qui nous sont arrivées dans le chat. Excuse-moi. Attention, Aïcha, oui. Non, mais quand je parle, il n'y a pas de famille de secret. En gros, dans les familles, le secret, ça a été évoqué, c'est la filiation, l'enfant adultérin. Ce qui va souvent avec la filiation, c'est la question d'un maîtresse ou de l'amant, c'est-à-dire d'enfants, entre guillemets, cachés. Et il y a un deuxième secret qui est particulièrement important dans les entreprises familiales, c'est l'argent. Et l'argent peut effectivement être l'objet de je vais le dire de façon un peu technique, de la circulation d'un secret. Parce qu'un secret, par définition, tous les secrets sont des secrets de polichinelle. C'est-à-dire, on est censé savoir, mais on ne sait pas. Vous ne voulez pas vous le dire. S'il vous plaît, attention au micro, j'entends toutes sortes de bruits dans tous les sens. Là. On entend toutes les familles, là. Oui. Il y a des réactions dans les familles, apparemment. J'ai juste entendu un s'il vous plaît, ça m'intéresse. À mon avis, quelqu'un était dérangé pendant qu'il ou qu'elle t'écoutait. Alors, oui.
Donc, si tu as fini sur les secrets entre l'argent d'un côté qui fait circuler, disons, qui peut être l'objet de la circulation d'un secret, et la question des vies parallèles, disons-le comme ça. Donc, je disais tout à l'heure que grâce à Mireille, j'ai appris le mot énochien, parce qu'elle nous dit il serait intéressant d'aller voir du côté des énochiens des entreprises qui existent depuis plus de 900 ans, me semble-t-il. Et dans le même esprit, nous avons une question aussi sur les entreprises japonaises, par exemple, où on nous dit, voilà, est-ce que vous vous êtes aussi intéressé à des entreprises, donc notamment les entreprises japonaises, de très très longue tradition? Voilà, donc dans le même esprit, j'ai ce type de questions. Je regarde en même temps. Après, on a d'autres types de questions, mais qui ne seront pas complètement sur la durée. Donc nous y reviendrons après. À Enoch, c'est Mireille qui nous complète, qui nous dit c'est un patriarche dans la Bible et qui a vécu très longtemps, 900 ans. Ah oui, là, on peut dire que c'est long. Voilà, je te laisse répondre sur cette partie énochienne, si tu veux bien. Le Japon, je ne connais pas du tout. Par contre, je sais qu'effectivement, il y a un regroupement qui vient surtout des États-Unis d'entreprises très anciennes qui ont… Le souci, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, parce que dans les pays anglo-saxons, cette vie économique a depuis longtemps été travaillée, réfléchie, etc. etc. Donc, il y a des entreprises très, très anciennes, mais il y en a également en France. Hein. Elles ne sont peut-être pas 900 ans, mais il y a des entreprises qui datent du 18e, du début du 18e. Et présentent-elles pour toi des spécificités particulières par rapport à des entreprises plus récentes que tu aurais été amené à accompagner? Alors, je ne vais peut-être pas tout bouleverser, mais je vais anticiper un peu ce que je voulais dire après, puisque on a dit qu'on faisait des cousus, hein, c'est ce que tu as dit, je crois. Hein. J'ai compris qu'on pouvait t'interrompre et que tu tenais quand même ton fil. Donc, on va faire du décousu-cousu, en fait. Je vais répondre également à une question qui a été posée tout à l'heure. Quel est l'objectif? D'accord. Je n'ai pas terminé sur les objectifs. Très bien. Un des principaux objectifs du travail avec la famille, outre la question de la transmission, outre la question des conflits, encore une fois, inhérents à toute famille, y compris avec des choses qui sont de l'ordre du secret, un des principaux objectifs du travail avec les familles, c'est la définition d'une charte familiale. Ça, c'est très important parce que ce qu'on a compris il y a relativement peu de temps en France, mais encore une fois qui a été très étudié aux États-Unis, c'est que les entreprises qui durent ont pour caractéristique de s'être données, quelquefois il y a très longtemps, une charte familiale qui a des caractéristiques elles-mêmes très précises. La charte familiale correspond à un accord moral, j'insiste sur cette dimension, entre toutes les familles quant au fonctionnement, un accord moral entre tous les membres de la famille quant au fonctionnement de l'entreprise et notamment quant à la facilitation de la transmission de l'entreprise, ce n'est pas pour rien, et quant à la facilitation de l'esprit d'entreprise dans la famille. Il y a à peu près une quinzaine d'années, un journaliste a essayé de connaître quelle était la charte familiale de l'entreprise Mullier, Auchan, etc., etc., etc. La famille Mullier, qui compte, je crois, à ma connaissance, à peu près 1800 personnes au jour d'aujourd'hui, a tout fait pour que ce journaliste, alors 1800, c'est un peu difficile de garder un secret industriel comme une charte, a tout fait pour que le livre de journaliste ne sorte pas, a menacé l'éditeur de boycotter dans ses magasins tous les livres de l'éditeur. Maintenant, cette charte est connue. Et c'est une des choses qui ont fait que dans les écoles de commerce, dans certaines universités, maintenant, il y a un enseignement qui vise à faciliter la définition
et l'adoption par des entreprises familiales d'une charte familiale. J'insiste sur ce point, sur le point suivant. La charte familiale n'a aucune valeur juridique. N'a aucune valeur juridique. Mais elle a une valeur bien plus importante, qui est une valeur morale. Alors, si le sujet de la... Justement, je vais revenir à Mullier. Merci Jean-François. Si la question de la charte familiale vous intéresse, il faut aller voir du côté de la famille Mullier, justement, qui s'est donné déjà il y a bien longtemps une charte familiale, un modèle de fonctionnement qu'a priori tout le monde respecte et respectera d'autant plus facilement, c'est ça j'ai presque envie de dire le paradoxe, respectera d'autant plus facilement que ça n'a pas de valeur juridique, c'est une valeur morale. Et cette charte familiale du fonctionnement de la famille Mullier est calquée sur la doctrine sociale de l'Église qui a été définie à la fin du 19e, en 1891, par le pape Léon XIII. Donc, ce qui donne précisément cette dimension morale à la charte. Donc, le troisième but, ce qui assure a priori davantage de pérennité à l'entreprise familiale, c'est l'existence de cette charte. Donc, Jacques-Antoine, à propos de la charte, on te demande si elle est écrite ou si elle est non écrite. Elle est écrite. Elle est écrite. Enfin, je veux dire, quand ça s'avère pertinent, quand je travaille avec une entreprise familiale, le but, c'est effectivement de rédiger une charte. La charte est écrite, la charte est signée, mais encore une fois, j'insiste là-dessus, elle n'a aucune valeur juridique. Elle n'a aucune valeur juridique. C'est ça qui est, je trouve, très touchant et très futé, quoi. C'est l'absence de valeur juridique, mais ça a une valeur morale. C'est un engagement qui va dans ce qu'on appelle l'intuitu familiaris, c'est-à-dire l'esprit de famille, lequel esprit de famille est formalisé en ce qui concerne le fonctionnement de l'entreprise par cette charte. Donc ça, c'est un des buts, j'ai envie de dire presque le but principal du travail avec la famille. Et donc, elle est écrite. Mais cette charte peut évoluer, elle peut changer. Pour répondre encore plus généralement, il y a eu l'an dernier, en juillet 2021, donc, dans Le Monde, une série d'articles sur le fonctionnement de grosses entreprises françaises, genre Mullier, LVMH, Bouygues, etc., où, si on regarde de près ce qui est expliqué par rapport au fonctionnement de Mullier et leur fonctionnement, c'est tout à fait surprenant. Et donc, ça correspond en bonne partie à l'existence d'une charte. Donc, je réponds à Enoch, encore une fois, ça se passe au niveau moral. Pour ne pas dire religieux, en tout cas, il y a un lien immédiat entre la doctrine sociale de l'Église, en tout cas clairement dans la famille Mullier, et la pérennité de l'entreprise. Autrement dit, pour prendre peut-être un peu une autre casquette, c'est que c'est la morale qui est plus forte que la loi. Et se donner une loi morale, je trouve ça quand même drôlement futé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un autre but, puisque la question était posée tout à l'heure, de l'intervention du travail avec la famille, c'est la définition et l'acceptation d'une charte. Par exemple, je reviens à la famille Mullier parce que maintenant, ça a été très étudié. Dans toutes les filiales de chez Mullier, il y a un familial, ils appellent ça un cousin, et un dirigeant externe. Il y a un binôme à la tête des filiales. Il y a une instance qui est, comment dire, dédiée dans la famille Mullier, peut-être pas au règlement, mais à la mise, au fait de mettre sur la table tous les conflits conjugaux, etc., etc. C'est-à-dire ce qui relevait tout à l'heure de la question des enfants adultérins et des maîtresses. Donc, je veux dire, c'est, comment dire, dans le fonctionnement de la famille Mullier, j'ai envie de dire, tout est prévu.
Et il Pourrais-tu y a donner une quelques exemples, on te expérience. demande? Alors, peut-être pas nécessairement Mullier, mais peut-être à l'esprit, qu'aurais-tu comme exemple de contenu? Magali, notamment, nous demande ça. Quels seraient des exemples de contenus qu'on pourrait rencontrer dans cette charte? Par exemple, le fait que la famille s'engage à aider tout jeune à développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, son esprit d'entreprise. C'est-à-dire il y a une certaine somme qui lui sera dédiée s'il veut fonder une entreprise, par exemple. Par exemple, alors ça va au-delà du pacte d'actionnaires, parce qu'il peut y avoir un pacte d'actionnaires qui définisse à qui on peut vendre telle ou telle action. C'était le problème qui s'est posé chez Hermès il y a quelques années. LVMH voulait racheter Hermès, il n'était pas loin d'avoir réussi, parce qu'il y en avait un certain nombre, parce qu'évidemment, plus les entreprises sont anciennes, plus le nombre de familiaux est important. Donc, il y en a, je veux dire, les dérives sont facilement, se multiplient avec l'ancienneté de l'entreprise. Donc, c'est plus qu'un pacte d'actionnaires, mais peut être contenu dans la charte le fait que on ne peut revendre les actions que dans certaines conditions, après les avoir possédées depuis un certain temps, à tel ou tel membre de la famille, en pourcentage, etc. Donc, encore une fois, c'est un engagement moral. Un engagement moral. Oui. Alors, les questions, je te les propose et selon la logique que tu avais prévue dans notre cousu décousu, tu les traites évidemment comme bon te semble. Nous avons d'une part Sana qui nous dit comment peut-on allier le poids culturel de chaque pays avec l'identité familiale divergente dans ce choix. Donc ça, c'est revenu. On a aussi une question autour de comment finalement cette pratique telle que tu la conçois et telle que tu la mets en œuvre depuis tant d'années est différente d'intervention par un médiateur, par exemple, dans le cas d'une famille en situation d'héritage difficile. Donc, on a la partie, je dirais, un peu interculturelle ou multiculturelle, Oui. et puis on a la partie médiation. Qu'est-ce que tu choisis pour commencer? Alors, non, mais je vais répondre aux deux. La partie culturelle est absolument incontournable, il faut absolument en tenir compte. Moi, j'ai commencé par assister pendant plusieurs années au séminaire de Georges Devreux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était un ethnopsychiatre qui a beaucoup insisté justement, par exemple, sur la dimension culturelle de la folie ou de la maladie mentale. Donc, évidemment, il faut tenir compte de la dimension culturelle. Alors, je réponds au Japon. Moi, je ne connais pas du tout le Japon, donc je ne peux rien dire sur les entreprises japonaises, mais j'imagine comme ce qu'on peut ressentir de différence entre une entreprise française et une entreprise allemande, ou une entreprise italienne, etc., qu'il faut absolument tenir compte de cette imprégnation culturelle. Et je crois que, comment dire, on ne peut pas connaître toutes les cultures. Enfin, je veux dire, je pense que on est mieux dans la culture qu'on connaît, on peut plus facilement, même si nos métiers nous amènent à travailler avec d'autres cultures ou sur l'international, c'est évident qu'il faut en tenir compte. Mais ça suppose effectivement une connaissance de la culture, bien sûr. C'est pour ça que je m'en excuse, je parle plutôt de ce qui se passe en France ou en Belgique ou éventuellement en Suisse, parce que je connais mieux, mais le reste, je ne connais pas. Je ne peux rien dire. Ça, c'était la première question. La deuxième, oui, la deuxième était autour de qu'est-ce qui distinguerait finalement ton intervention telle que tu la conçois de l'intervention d'un médiateur, par exemple dans le cas d'un héritage familial. Alors, je vais dire un peu la même chose que ce que je disais par rapport au fait de travailler en binôme. Je pense que la médiation, le travail en médiation, pour moi, correspond à des techniques très particulières, très, très particulières. Pour moi, la médiation correspond à un conflit, généralement entre deux personnes. Je ne crois pas à la médiation entre un groupe et une personne ou entre deux groupes. Donc, ça, c'est purement une question de sémantique. Je distingue les deux. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Et ce dont je parle aujourd'hui, c'est de l'intervention auprès d'une famille à propos du fonctionnement de l'entreprise, de leur entreprise. Donc, je ne parle pas en termes de médiation, mais encore une fois, je veux dire, c'est de la sémantique, hein, c'est une distinction artificielle, discutable, tout ce qu'on veut. C'est pas la même chose, pas la même chose. Moi, j'ai une vision assez systémique de la médiation et je crois que c'est un outil
enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la médiation, mais ce qui est curieux avec la médiation, c'est que les entreprises ont généralement été plus vite que les consultants. C'est-à-dire, elles ont généré dans leur structure, dans leur mode de fonctionnement, des médiateurs, parce que j'ai longtemps vu. S'il vous plaît. J'ai longtemps. Les micros, s'il vous plaît. Sinon, je vais les couper tous, mais j'aime pas trop faire ça. J'ai longtemps vu des consultants me dire, bon, écoute, une entreprise me demande une médiation, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est un des outils qui peut exister sur la table d'un consultant. Pour moi, c'est différent du coaching, ça a des indications très particulières. Je suis désolé, comment dire, pour moi, c'est un problème de sémantique. J'appelle médiation quelque chose de très particulier qui, pour moi, est différent de ce dont je parle aujourd'hui. Je ne peux pas dire autrement. Alors, nous allons continuer dans notre cousu décousu, un vrai patchwork finalement, parce que nous avons justement Jean-François Muliez qui nous dit, compte tenu du ratio 2/3, 1/3 que vous évoquiez initialement, le gros des interventions n'est-il pas d'aider un non familial à prendre sa place de dirigeant alors que celui qui l'a nommé, par exemple le fondateur, dit se retirer mais ne se retire jamais dans les faits et laisse peu d'espace? Et il te remercie de ta réponse. Oui, alors, il y a plusieurs questions. Alors, il y a la partie déjà du 2/3, 1/3, donc, que vous évoquiez. Donc, le gros des interventions n'est-il pas d'aider un non familial à prendre sa place de dirigeant? Voilà. Et le cas plus spécifique dans cette situation-là, du dirigeant qui, de toute façon, ne s'en va pas malgré ce qu'il en a dit. D'accord. Lorsqu'il s'agit de cela, c'est-à-dire lorsque l'entreprise va passer à un non familial ou à quelqu'un d'extérieur à la famille, généralement, les problèmes qui se posent relèvent d'abord des avocats et des notaires. Première chose. Donc, il faut que la situation soit au-delà. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ces problèmes-là soient résolus. C'est la même chose d'ailleurs en cas de conflit et de médiation. Enfin, je veux dire, j'ai vu beaucoup d'avocats. En fait, les avocats ont de plus en plus, étant dans l'évolution de leur métier, font de plus en plus un travail de médiation. Je veux dire, les avocats médiateurs sont sur le marché des concurrents de coachs, assez fréquemment. Donc, en cas de transmission à un non familial, il faut d'abord que ces questions-là soient résolues. Je ne conçois pas une intervention avec la famille tant que ces questions-là ne sont pas résolues. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout dans le même référentiel. L'avocat et le notaire est dans un référentiel financier, légal, jurisprudence, etc., etc., alors que ce dont je parle, le référentiel est affectif et irrationnel. Donc, il faut d'abord que ces choses-là soient résolues. Après, quand ces choses-là sont résolues, on retombe, c'est un peu, je crois, ce que veut dire Jean-François, on retombe sur le classique absolu, c'est-à-dire le dirigeant qui est supposé être parti et qui ne part pas. Ce qu'on voit souvent dans ces situations-là, c'est, pour moi, le cas de figure le plus fréquent, c'est quelqu'un revend son entreprise, y compris familiale, à une autre structure, il passe un contrat où il reste 2 ou 3 ans dans la structure pour permettre le passage, mais il ne part pas, ou il ne veut pas partir, ou il se rend indispensable pour ne pas pouvoir être écarté, etc., etc. Donc, on retombe sur un problème affectif. Donc là, oui, mais pour moi, le prérequis, c'est que d'abord, les problèmes, le dur, ce que j'appelle le dur, c'est-à-dire s'il relève de l'avocat et du notaire, soient a priori résolus, bien sûr. Très bien. Alors là, prends une petite question qui est facile et peut-être tu vas pouvoir reprendre le cours de ton intervention. C'est Bernard qui nous demande si tu peux nous redonner le nom de l'intervention de ce séminaire de Georges quelque chose. Et je vais du coup le taper dans le chat. Tu as parlé que tu avais suivi un séminaire de Georges quelqu'un. Ah, Devreux, D-E-V-E-R-E-U-X. D-E-V-E-R-E-U-X. Et voilà, vous avez dans le chat Monsieur Devreux. Voilà, Georges Devreux était un ethnologue d'origine hongroise qui a ensuite vécu aux États-Unis,
Lévi-Strauss l'a fait venir en France et il avait un séminaire. Moi, je suis allé 2 ou 3 ans et j'ai totalement appris à relativiser les choses avec lui. Et précisément, c'est pour ça que je répondais. Je parlais de Devreur à propos de la question du transculturel, parce qu'évidemment, le culturel est absolument essentiel, même si on peut quand même assez facilement constater que ces différences culturelles ont tendance à s'effacer avec la mondialisation, etc. Enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais Georges Devreux, il y a des choses intéressantes, oui, bien sûr. Et nous avions un commentaire directement de la Belgique, donc, de Christine, qui nous dit « Même quand la transmission est extra-familiale, le dirigeant peut avoir besoin d'aide pour réussir à céder à un externe. Là, le coaching a lieu en amont des avocats et des notaires. » Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Oui, alors pour moi, ça relève à ce moment-là de ce qu'on appelle un travail de deuil. Un travail de deuil que j'ai déjà évoqué depuis tout à l'heure, mais effectivement, je précise que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Petit deuil en entreprise, où effectivement un dirigeant familial, par exemple, mais pas seulement, loin de là, doit pouvoir bénéficier, comme on dit classiquement, d'un travail de deuil pour abandonner, en l'occurrence, la conduite de son entreprise familiale. Ce dont je parle, la question du deuil, est très souvent abordée dans le travail avec la famille. Je prends un exemple. Il y a quelque temps, je travaillais avec un couple appelé par le fils. Le fils m'appelle et me dit « Bon, mon père ne veut pas partir, normalement, il a tout transmis, je suis le dirigeant, mais… » Alors là, parce qu'on est dans le symbolique absolu, il y a une place de parking qui lui est dédiée devant la porte d'entrée des bureaux et son nom est toujours indiqué. Personne n'ose s'installer dans sa place de parking. Et en plus, il vient régulièrement sans prévenir. Bon, ça, c'est symboliquement l'exemple même de quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Bon. Donc, j'ai le fils, je lui dis, écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est d'abord voir vos parents. Quand je dis vos parents, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, j'ai un jour rendez-vous avec les parents, je crois que c'était pour une journée, c'était dans la région lyonnaise, et je m'arrange toujours pour venir un peu avant, pour voir les lieux, etc. Et sur le tableau noir, il y avait un tableau noir dans cet endroit, j'ai écrit 3 mots. J'ai écrit mort, j'ai écrit confiance, j'ai écrit couple. J'ai écrit les 3 mots. Mort, couple, confiance. Bon, bah ça, c'est technique, hein, ce dont je parle. Hein. Je peux seulement expliquer comment il m'arrive de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça ou que c'est la seule façon de faire. Mais les parents, le couple est arrivé. Puis à un moment, quand même, les 3 mots ne pouvaient pas leur échapper. Et je voyais bien qu'ils regardaient tous les deux un peu surpris quand même, voire davantage, c'est-à-dire voire même un peu choqués. Finalement, qu'est-ce que c'est ça? Bah oui, tiens, ça tombe bien, je dis. Ça tombe bien. Et on a pu, ce jour-là, passer en revue ce que signifiait pour eux, encore une fois en termes de changement, ces 3 termes, c'est-à-dire lui, pour un dirigeant, surtout s'il a fondé l'entreprise, partir, lâcher, donner à un enfant, c'est mourir. C'est mourir. Donc, effectivement, là, il a été question d'un deuil pour lui. Conséquence banale, absolument banale. Enfin, je veux dire, on peut tous l'avoir vécu chez des proches, etc. À partir du moment où lui ne travaille pas, ou ne travaille plus exactement, alors qu'il a travaillé pendant 40, 45 ans, il revient à la maison. Et le couple, excusez-moi, là je parle un peu technique au niveau thérapie de couple, ben, il doit se poser la question du remariage. Est-ce qu'il se remarie ou pas? Et madame a été très intéressée par le sujet, parce qu'elle savait bien qu'effectivement, c'était peut-être un peu délicat, un peu difficile, ou que c'est quelque chose dont il n'avait pas parlé. Le 3e terme, c'est la confiance, c'est-à-dire, est-ce que ce père, finalement, acceptait de faire confiance à son fils? D'accord? Donc, effectivement, dans la question est évoquée, je suis parfaitement d'accord, la question du deuil,
Et cette question du deuil, dans une situation aussi chaude, affectivement, que la transmission de l'entreprise, la question du deuil est éminemment présente et elle est, ou elle peut être travaillée dans le travail avec la famille, bien sûr. Merci beaucoup. Je crois que tu peux reprendre le fil du cousu décousu. Pour le moment, nous n'avons pas de commentaire complémentaire. Christine te remercie d'avoir commenté son commentaire. Et donc, on reprend ta trame, si je puis rester dans la métaphore du tissage. Du décousu, c'est ça? Oui, donc dans le parti pris qu'on a pris aujourd'hui de partir un petit peu dans du cousu décousu, là, pour le moment, je crois que tu peux suivre la trame de ton intervention. Ça me paraît plus clair, ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est qui parmi vous a eu l'occasion ou a l'occasion de travailler avec des entreprises familiales? Allez, racontez, prenez les micros, c'est le moment ou jamais de rouvrir vos micros. Moi, j'ai... Alors, allez-y, je vous en prie. Magali, Oui, Magali, on vous écoute. Alors moi, je cherche depuis longtemps. Je ne suis pas encore vraiment dans cette dynamique de travailler avec les entreprises familiales, mais par contre, je suis confrontée moi-même à exactement ce que Jacques-Antoine dit. Dans ma famille, il y a une transmission. Ma mère fixe la date, mais elle ne lâche pas. Elle n'arrive pas à lâcher. Et en plus, on a nous qu'on reprend. Il y a des appartements à gérer, des choses comme ça. Et parce qu'en effet, on n'est pas assez soumis. Elle aime lâcher, mais elle aimerait qu'on fasse comme elle veut. Chose qui est impossible parce qu'elle est complètement, à 83 ans, inadéquate au niveau de la situation. Il n'y a plus le même système de louer, tout ça. Voilà. Je voulais donner mon témoignage, que j'ai l'impression que je n'ai pas encore des entreprises parce que je dois travailler moi sur ma transmission avant de pouvoir aider des autres. Voilà. Alors, complètement ce que tu as dit, c'est exactement ça. Moi, ce qui me frappe toujours dans les groupes de supervision, c'est que quand il est question d'une entreprise familiale, il y a toujours dans le groupe au moins une personne qui est de près impliquée dans une entreprise familiale. C'est normal, hein, c'est normal, c'est quasiment statistique, mais je me demande même s'il n'y a pas un lien entre nos choix de métier et le fait qu'on soit baigné, qu'on ait été baigné plus ou moins directement dans ces enjeux-là. Oui, bien sûr. Alors, on a d'autres témoignages. Il y a notamment donc Valérie à Montréal qui nous dit « Je travaille actuellement avec un groupe et je suis approchée par un cabinet de coach et psychologue d'organisation qui se spécialise dans le family business. » Donc, Valérie, si vous voulez nous en dire plus, la parole est à vous. Et j'ai également Catherine qui nous dit « J'ai travaillé 31 ans pour un groupe familial, dont elle mentionne le nom, Plastic Omnium. J'ai accompagné le recul de notre président-directeur général qui a laissé la place à quelqu'un recruté à l'extérieur, mais qui va vivre aux côtés de la fille du président sortant. » Donc là, on a deux témoignages. Mesdames, si vous voulez prendre la parole, ouvrez vos micros et échangez en direct avec notre invité. Il y a Christine aussi, là, je vois. Oui, et Christine nous dit « J'accompagne des entreprises familiales depuis 12 ans. » Moi, je veux bien prendre la parole puisque, oui, en fait, peut-être très rapidement, mon profil, j'ai une formation juridique à la base. Et puis, je suis formée à la Gestalt de groupe en particulier, et j'ai une formation systémique également, spécifiquement pour l'accompagnement des couples. Et le début de mes interventions en entreprise familiale, en fait, je ne connaissais pas du tout ce que c'était, moi. L'entreprise familiale, ce sont simplement des gens qui m'ont dit vous savez faire ça, et puis vous êtes juriste, vous devriez pouvoir nous aider. Et moi qui pensais ne plus utiliser ou très peu mes compétences de juriste, ça m'a été très utile. Non pas par la connaissance du droit applicable, quoique maintenant ça m'intéresse, enfin je m'y réintéresse, mais je n'ai pas un boulot de juriste à proprement parler, mais ça m'aide vraiment à comprendre le contexte, à voir comment
la gouvernance de certaines entreprises familiales dérape totalement sur le plan juridique à certains moments. On parlait de comportements suicidaires. C'est vraiment, dans certains cas, le déni total des lois impératives sur la gouvernance, plus le reste. Et je trouve ce monde absolument fascinant. C'est d'une complexité incroyable et en même temps, il y a une richesse. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette forme d'entreprise. J'ai énormément de plaisir à les accompagner. Je me rends compte aussi que c'est parfois très, très difficile pour eux, que les temps d'évolution entre le moment où on va prendre contact avec moi, me dire tiens, on a un problème, on en discute, et le temps où peut-être ils vont pouvoir me faire intervenir, et aussi jusqu'où est-ce qu'à un moment donné, le système peut évoluer. Et à un moment donné, il y a des systèmes qui sont extrêmement fermés, très repliés sur eux-mêmes, et vraiment la marge de manœuvre peut être très étroite. Donc c'est vraiment un travail à géométrie variable, comme vous l'avez souligné. J'ai pas du tout un modèle d'intervention, pas du tout. C'est vraiment du sur-mesure, et je vois à quels endroits je peux entrer, et où est la première porte d'entrée, et puis comment ça peut s'ouvrir, et puis comment à un moment donné ça s'ouvre plus du tout. Et comment je peux. Et puis il y a peut-être un temps d'attente. Il y a aussi des entreprises qui viennent me trouver, ou des couples. Ils sont co-entrepreneurs, par exemple, et puis ils viennent me trouver. On fait un temps de travail assez long en général, enfin plusieurs mois. Et puis je les vois plus. Et puis retour parce qu'il y a une crise spécifique. Je vais dire un événement existentiel qui vient remettre un peu de l'huile sur le feu. Et puis, c'est vraiment, il y a aussi des articulations de vie de l'entreprise familiale qui amènent à un moment donné un besoin de soutien, quoi. Mais c'est passionnant, vraiment. Et je suis très contente que vous ayez proposé cette conférence. Et je suis très contente d'apprendre qu'il y a un livre qui va sortir, parce que le précédent, j'ai pas eu la possibilité de le lire ni de l'acheter, du coup. Donc, je suis très contente de savoir qu'il y en aura un nouveau. Et je suis très contente de vous entendre. Mais là où je suis d'accord, merci de soulever ce point. C'est fascinant. C'est fascinant. Ça va avec la complexité. Et la complexité, comme toujours, a ses avantages, cette fascination. C'est-à-dire, effectivement, de nouveau, je vais utiliser le terme stratégie. Il faut développer une stratégie, et il n'y a pas de modèle universel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en même temps, il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps. Il faut se donner le temps, finalement, de l'évolution d'une entreprise, que ces entreprises-là connaissent souvent sur plusieurs générations. Donc, effectivement, on ne peut pas y aller dans les entreprises familiales avec nos schémas habituels, j'ai envie de dire, d'entreprise normale. Par exemple, pardon ? Non, mais personnellement, je travaille pratiquement pas avec les entreprises traditionnelles. Moi, mon credo, c'est vraiment l'entreprise familiale, justement d'abord parce que c'est elles qui sont venues me chercher, et puis parce que je trouve il y a une particularité justement dans cette interaction famille et dynamique entrepreneuriale qu'on ne trouve pas ailleurs, et qui me attise vraiment ma curiosité, mon intérêt, et j'apprécie beaucoup ce type d'accompagnement. Et c'est vrai, pas du tout pareil. Témoignages, pardon de vous décourter un petit peu, mais les témoignages s'accumulent, et je voudrais en partager. Donc, on avait l'exemple de Catherine, qui disait qu'elle avait accompagné donc, le PDG de cette entreprise. Je les partage, et tu vois à quel moment aussi tu as envie. On a également le commentaire de quelqu'un qui nous dit, à deux, je pense, mais bon, on va voir, qui nous dit « J'accompagne actuellement une PME de 20 salariés et la maman ne part pas alors que les 3 fils sont opérationnels. » Voilà. Après, on a aussi des questions. Alors, peut-être au fur et à mesure. Après, on a une dame qui nous dit qu'elle écrit une thèse sur cette transmission. Oui. Alors, Béatrice, elle est où, Béatrice ? Béatrice, elle est, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je la vois dans le chat. Oui, mais elle est où, là ? Je ne sais pas. La difficulté principale, dit-elle. Je suis là. Ah, voilà. Donc, on a Béatrice. On a, j'imagine, André pour la partie famille, entreprise familiale avec 20 salariés. J'imagine. À 2C, ça doit être André. Après, donc. Attends, Béatrice. On la voit, Béatrice, ou pas ? Elle a je ne sais pas si elle a mis sa caméra. Béatrice, vous voulez intervenir ? Je suis là, oui. J'ai mis ma voilà. caméra.
Elle est où? La voilà. Alors, pour moi, Béatrice porte une fourrure polaire ou quelque chose comme ça. Une polaire fuchsia, rose. une polaire fuchsia avec un pull beige. Elle porte D'accord. Oui, mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est intéressant, là, parce que là bon, il y a beaucoup de choses à dire. Là, il y a une relation père-fille, hein, c'est ça? Oui, j'ai voulu faire un focus, une thèse que j'ai écrite en 2016. Hein. J'ai voulu faire un focus père-fille parce qu'il y a, outre les problématiques traditionnelles de transmission entre les parents et les enfants, il y a la problématique du père qui ne veut pas voir que sa fille est compétente. Sa fille a la capacité de reprendre l'entreprise. Et très souvent, et notamment quand j'ai interviewé certaines personnes, il y a un père qui se focalisait absolument sur son fils, mais son fils était incapable. Et d'ailleurs, il n'était jamais là, alors que sa fille était toujours là et elle avait toutes les compétences possibles. Et le rôle du coach a été de faire prendre conscience que le fils n'était bon à rien et qu'il fallait vraiment se focaliser sur la fille. Malheureusement, ça a échoué et le père a préféré mettre la clé sous la porte. Voilà. Et il y a une autre entreprise aussi où le père n'a absolument pas voulu voir la compétence de la fille, il l'a écartée et l'entreprise est en train de péricliter. Okay. Alors, ça me permet d'insister sur 2 points toujours dans l'irrationnel. Si je reprends l'exemple qui vient d'être donné, évidemment, c'est totalement irrationnel de préférer voir l'entreprise disparaître, mais ça correspond aussi à un fait que j'ai souvent constaté en entreprise familiale, c'est que le biologique, en l'occurrence, si j'ai bien compris, le lien père-fils, le biologique dans le lien père-fils, qui est quand même assez particulier, prend souvent le dessus sur la rationalité managériale. Si j'ai bien compris, la fille était plus à même de reprendre la main, c'est bien ça, et le père n'a pas voulu transmettre à sa fille, qui était davantage pertinente, et cet irrationnel, ou ce choix irrationnel est basé sur quelque chose que j'appelle là, en l'occurrence, biologique, mais c'est aussi très particulier, c'est-à-dire que dans ce retour de la famille, au travers le couple, au travers des relations parents-enfants, le biologique prend souvent une importance prépondérante. Et ça a une autre dimension, c'est que lorsque des non-familiaux sont intégrés, je l'ai dit un peu tout à l'heure à propos du DRH, mais ça peut être un directeur financier, ça peut être un directeur technique, un directeur opérationnel, etc. Lorsque des non-familiaux sont intégrés dans une entreprise familiale, ce que j'ai très souvent constaté, c'est que ces non-familiaux, on arrive à considérer que c'est comme s'ils faisaient partie de la famille. Ils ont l'impression d'entrer dans le cercle restreint des familiaux, c'est-à-dire d'être adoubés par des liens de sang, alors qu'en fait, ce que j'ai aussi souvent constaté, c'est qu'il y a toujours un moment ou un autre, malgré cette croyance qui, chez eux, peut être très forte, ben, ils sont éjectés. Ils sont éjectés. J'ai vu nombreux DG, etc., non familiaux, qui avaient de bonnes raisons de penser qu'ils faisaient partie de la famille et qui finalement sont négligés, voire éjectés, au profit d'un enfant même moins compétent qu'eux, ou, comme vient de le dire, c'est Béatrice, je crois, hein, c'est ça, hein, mais, oui. Ou même sont négligés, éjectés, même dans le risque d'une disparition de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment, ce retour de ce que j'appelle des liens de sang, c'est vraiment quelque chose de très particulier et de totalement irrationnel. Le problème connexe, toujours dans l'irrationnel, à propos des entreprises familiales, c'est ce qu'on appelle la question du népotisme. Le népotisme, ça vient d'un mot latin qui veut dire le neveu. Ça renvoie encore
à ces papes du XIe, XIIe siècle qui nommaient cardinaux ou évêques leurs neveux. Et ça correspond au fait que dans l'entreprise familiale, même si ça a un peu bougé, c'est plus difficile maintenant, notamment parce qu'il y a des DRH a priori plus professionnels, mais ce sont ces personnes qui, parce qu'elles font partie de la famille, reçoivent des responsabilités pour lesquelles elles n'ont aucune compétence. Aucune compétence. Je me souviens comme ça d'une entreprise familiale qui était assez connue à l'époque. Le frère du dirigeant était le directeur de l'innovation, ce qui, pour cette entreprise industrielle, était très important. À un moment, le dirigeant veut revendre son entreprise. Il y a une autre entreprise qui se met sur les rangs pour la racheter et qui étudie le fonctionnement de l'entreprise et qui dit au dirigeant, mais écoutez, attendez, il y a quand même un problème, c'est votre frère. Votre frère n'est pas compétent. Et de façon totalement irrationnelle, ce dirigeant n'a pas accepté de se débarrasser de son frère jusqu'à ce qu'il rate le coche et que l'entreprise n'a pas été revendue et finalement a disparu. Enfin, je veux dire, le népotisme, je l'ai assez souvent vu, ça a des effets absolument catastrophiques dans l'entreprise. Parce que comme il n'y a pas d'adéquation entre le poste, la responsabilité et la compétence à cause de la préférence familiale, beaucoup dans l'entreprise sont découragés, sont démotivés et ne comprennent pas ce qui, encore une fois, est parfaitement irrationnel. Donc ça, c'est une autre dimension de l'irrationnel. Et je réponds toujours à la question à quoi sert ou à quoi peut servir une intervention près de la famille. Ben, ça peut aussi prendre cette direction-là. Ça peut aussi prendre cette direction-là. Donc, effectivement, là, encore une fois, c'est typiquement l'exemple de ce que les liens familiaux et la protection dont peut bénéficier d'ailleurs une ou plusieurs personnes de la famille dans l'entreprise portent atteinte au fonctionnement de l'entreprise. Et donc, ça peut, je remercie, je crois que c'est Christine qui le disait, je pense que c'est suicidaire. Il y a quelque chose d'assez suicidaire. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est inquiétant mais fascinant. C'est comment est-ce qu'on peut... Enfin, ce que je dis souvent, quand on travaille avec des entreprises familiales, on peut assez facilement avoir le sentiment qu'on a une responsabilité citoyenne. On a une responsabilité citoyenne. C'est-à-dire, il y a quelquefois quelques dizaines ou quelques centaines d'emplois à la clé. Parce qu'au niveau de la famille, ça peut déconner grave, quoi. Je ne veux pas dramatiser grave, mais je veux dire, on peut se trouver confronté à ça. Ce que je veux dire, c'est que non seulement il y a des choses lourdes et difficiles qui sont de l'ordre de l'enfant et du terrain, mais il y a aussi quelque chose des attitudes qui peuvent être suicidaires en termes d'emploi, quoi, en termes d'emploi. Sans ajouter cette dimension. Alors, il y a des commentaires éventuellement qui seraient attendus de ta part, avec notamment 2 commentaires. Donc, je te disais, A2C, j'imagine que c'est André qui donc disait qu'il accompagnait une entreprise, une PME de 20 salariés, et la maman ne part pas alors que les 3 fils sont opérationnels. Alors, on a peut-être un commentaire là-dessus, puis je t'en proposerai un de la part de Fabrice Lezeau aussi plus tard. Alors, attends, il est où, André? Non, Émilie, c'est Jean-Michel Poncet. Ah, d'accord, parce que Voilà. je voyais A2C, j'ai pensé à André ADC, Châteauvieux. c'est le nom de mon cabinet. Je suis à Grenoble. Ah, d'accord, parfait, formidable. Bon, ben, merci Jean-Michel. Voilà. Juste dire que c'est effectivement un accompagnement dans le cadre d'une transmission, hein, d'une génération à l'autre. Et c'est le papa qui a été à l'initiative, un petit peu conseillé par son family office. Et c'est très long, hein, comme Christine l'évoquait, parce que ça fait 6 mois que je suis sur le sujet, avec un petit trouble que j'ai eu il y a 15 jours en atelier avec les trois enfants, les 3 fils avec qui je travaille, considérant qu'il y avait le couple d'un côté et que c'était à eux de gérer ça, et qu'il y avait les 3 fils qui sont opérationnels depuis déjà quelques années. C'est la maman qui, en fait, n'a jamais voulu
faire une demande, je ne l'ai jamais vue et le papa m'avait dit, ben, c'est elle qui ne veut pas. Et le trouble que j'ai eu récemment, c'est que l'un des fils m'a dit que c'était plutôt effectivement le papa qui ne voulait pas. Bon, voilà. Alors, est-ce que là, j'ai touché un secret? Peu importe. Elle a un comportement assez maladif, fait des horaires de folie et carrément en burn-out aujourd'hui, quoi. Et c'est Jean-Michel, hein, c'est ça? Jean-Michel. Oui. Et tu n'as pas demandé à voir les parents? Si, quand le papa m'a appelé, je lui ai Les demandé micros, de s'il venir vous avec son plaît. épouse. Attends, je n'ai pas entendu ta réponse, excuse-moi. Quand Tu dis- j'ai eu l'appel du père, je lui ai Oui. demandé de venir avec son épouse. Ouais, ouais. Et alors? Et alors, il n'a pas souhaité venir d'après lui. Ben oui. Il m'a rappelé. Après, je lui ai dit, ben, écoutez, venez seul. Et puis, finalement, il était très demandeur. Je lui ai dit, je vais voir vos garçons. S'ils viennent me voir, je travaillerai avec eux. Donc, je ne travaille pas sur le couple, je travaille sur les D'accord. 3 associés. Et là, je me dis, ben, il y a plus qu'un blocage avec la maman. Oui. Alors, après, c'est une question, Jean-Michel, de style. Moi, je trouve que, enfin, c'est ce qu'on dit souvent en systémique, c'est-à-dire on doit être en position haute sur le cadre et en position basse sur le contenu, hein. Ce que je serais tenté de faire, c'est de poser une espèce d'ultimatum. Je crois que je ne peux pas aller plus loin sans voir le couple, tu vois, quelque chose comme ça. Encore une fois, je ne suis pas à ta place, c'est facile pour moi de le dire, mais je reprends ce que disait Christine tout à l'heure. Je trouvais intéressant qu'elle ait dit « j'étais formée en thérapie de couple ». Très souvent, quand même, ça commence par le couple. Parce que le moment de la transmission pour le couple est un moment important. Parce que je parlais tout à l'heure de l'argent. Je parlais de l'argent tout à l'heure. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir dans une entreprise familiale, donc, un père dirigeant qui ne veut pas lâcher. Et qu'est-ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est qu'à la fondation de la boîte, l'argent venait de la famille de la mère. L'argent venait de la famille de la mère. C'est-à-dire que, je veux dire, l'argent est évidemment quelque chose d'éminemment affectif, émotionnel, etc., etc. Mais la façon dont il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont à dire sur l'argent dans le couple et donc dans l'entreprise familiale. Donc, pour moi, techniquement, je continue, Émilie, dans le patchwork. Pour moi, techniquement, une des premières questions que je pose, c'est où est l'argent? Qui a des parts? Et combien de parts? Etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je trouve intéressant le côté, malgré tout, juridique et financier. Je veux dire, le pouvoir est dans l'argent aussi. Et souvent, dans les familles, c'est pas apparent, c'est caché, hein. Donc, je pense qu'il faut aussi, même si on n'a pas une formation comme Christine qui a une formation juridique, il faut aussi parler argent. Il faut aussi parler argent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que ça a été dit, dans les family office, souvent on se rend compte, puisque c'est à la demande d'une family office que c'est Béatrice qui est intervenue, c'est ça? On a eu plusieurs interventions avec des family office, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est que les family office, et on est tous confrontés à ça, quel que soit notre métier, on connaît nos limites et les limites des family office, des avocats, des notaires, etc. C'est l'aspect affectif et émotionnel. Ils ont du mal avec ça et c'est normal. Donc, effectivement, je pense que de plus en plus de family office ont appris à travailler avec des intervenants, coachs, consultants, etc., qui peuvent aborder cette autre dimension. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant et c'est relativement nouveau. Là, je parle un peu en ancien combattant. Ça a 15 ou 20 ans, quoi. Et donc, effectivement, il faut, je conçois, je me répète que ça ne soit pas évident, mais il faut savoir souvent voir le couple. J'y pense avec le cas dont tu parles, Jean-Marie.
Je pensais en t'écoutant, et on a un petit quart d'heure, on va encore prendre peut-être un commentaire ou deux. Finalement, il me semble, tu vois, tu parlais plutôt dans ton intervention des chartes familiales. Là, on parle d'autres types de difficultés. Je me dis finalement, la notion de famille peut être à la fois une force qui va au contraire souder et permettre à l'entreprise d'être pérenne, et au contraire une faiblesse qui va permettre. Et peut-être que c'est là notre rôle. Je reviens à la remarque médiation, etc. Peut-être que notre rôle, il est là aussi de se dire comment basculer de frein à force et comment renforcer cette force pour limiter les sources de frein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là? Oui, je suis parfaitement d'accord. J'aurais envie de dire les choses un peu différemment, puisqu'il faut bien que je serve à quelque chose. Je pense qu'on passe du rationnel relativement connu de l'entreprise, un chiffre d'affaires, etc., une politique d'innovation, etc., à l'irrationnel de la famille. Et a priori, encore une fois, le moment de la transmission correspond à cette résurgence, quelquefois sur des générations ou des dizaines d'années, jusqu'à remonter facilement à l'origine de la famille et à l'origine du couple, à la résurgence d'aspects affectifs, donc irrationnels. Et encore une fois, l'irrationnel et l'affectif, c'est d'une ambiguïté absolue. Ça sert à quelque chose aussi bien pour construire que pour détruire. Et simplement, encore une fois, le moment de la transmission risque d'être plutôt, ce n'est pas toujours le cas, heureusement, risque plutôt d'être le moment de la destruction, quoi. Fabrice qui te dit merci en tout cas de ton commentaire. Et Fabrice qui nous dit, que pourrais-tu nous dire des situations où un enfant, entre parenthèses 50 ans, se retrouve, avec des guillemets, malgré lui, à reprendre une entreprise sans réellement le vouloir et hérite d'une situation de dirigeant difficile à assumer? Alors, j'ai plusieurs fois vu cette configuration-là, dans la mesure où le père ou la mère ou les deux ont tout fait pour l'écarter de toute forme de responsabilité, voire ont tout fait pour ne pas lui permettre d'acquérir les compétences pour reprendre la main, et usent jusqu'à la corde leur exercice du pouvoir, jusqu'à ce que, effectivement, le fils de 50 ans se retrouve brutalement à la faveur d'un cardiologue qui n'a pas bien fait son travail au règne de l'entreprise. Enfin, je veux dire, c'est pas rare, mais encore une fois, c'est pas rationnel. Ça me paraît évident. Mais bon, encore une fois, tout est possible, c'est ça. Enfin, j'espère au moins avoir fait passer ça, c'est-à-dire le fait que tout soit possible oblige à l'inventivité. Le fait que tout soit possible dans ces situations-là, en tout cas spécifiquement dans les entreprises familiales, parce que les autres, d'une certaine façon, là je vais le dire de façon un peu peut-être provocante, mais les autres sont emmerdantes, quoi. Alors que là, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie absolument pas. Et ça oblige à être inventif, et ça oblige à casser nos codes habituels. Ça oblige à casser, je veux dire, on n'a pas un codir avec... on se renouvelle en permanence, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire dans notre pratique. Ben oui, et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça qui est... Mais en même temps, je peux concevoir assez facilement, ça a été évoqué à plusieurs reprises, que si on ne se sent pas agile, habitué, etc., avec un couple ou avec une famille, c'est vrai que ça fait un peu peur. Parce qu'effectivement, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on peut tomber sur des trucs. Je me souviens une fois avec une famille comme ça, ils étaient nombreux. Je ne sais pas, ils étaient 6. Il y a un moment, il y a une fille qui va au tableau qui dessine un lit. Bon, on se regarde, etc. Mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des abus, quoi. Il y a eu des abus sexuels entre le grand frère qui était le dirigeant et le tout petit frère. Enfin, bon, je veux dire, c'est bon, il faut s'attendre à ça. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, on n'a pas besoin d'aller au cinéma ou au théâtre. Hein. Je veux dire, quand on travaille déjà avec une famille, mais avec une entreprise familiale, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Mais donc, on a aussi un petit dernier qui n'était pas le dernier, mais bon, Christopher, qui nous dit, de ton point de vue, Jacques-Antoine, qui doit commencer à initier la charte familiale? Les enfants qui représentent le futur et ou les parents garants de valeurs qui peuvent paraître obsolètes aux yeux des enfants?
Alors, Paraître obsolète. si je réponds là à chaud à cette question, je pense que c'est plutôt à l'initiative des parents de le faire. Parce que, j'ai envie de dire, le cours normal des choses, c'est qu'il y a d'abord les parents et ensuite les enfants. Mais en même temps, si j'ai bien compris ta question, Christopher, c'est l'initiative. Mais a priori, dans un travail avec une famille, encore une fois, c'est fréquent cette histoire de la charte, tous discutent, tous discutent. Enfin, je veux dire, ça peut prendre un certain temps. Il y a des propositions qui sont acceptées, qui sont refusées, etc., etc. Donc, c'est vraiment typiquement une négociation entre parents et enfants. Mais il vaudrait mieux que ce soit les parents qui, a priori, dans la majeure partie des cas, sont encore là pour quelque temps, y compris vivants, y compris en ayant des parts, etc., y compris étant dans une instance qui n'est pas nécessairement immédiatement opérationnelle ou dirigeante, mais ont à voir avec le devenir de l'entreprise. Il vaut mieux que ce soit les parents qui en ont soit l'initiative, soit la conduite, mais l'intervenant les accompagne et ça se discute, quoi. Mais enfin, là encore, c'est vraiment intéressant parce que c'est une espèce de règle du jeu qu'un système se donne à lui-même, qu'il engage, même si, comme je l'ai précisé tout à l'heure, une charte, il peut y avoir, même dans la charte, le fait que tous les ans, la charte est rediscutée, par exemple. Donc oui, bien sûr. C'est très souple, là encore, hein, c'est très souple. C'est pour ça qu'il n'y a pas un modèle de charte, un modèle absolu. C'est que ça dépend de ce qu'est la famille, de ce que veut la famille. Ça dépend aussi, je n'ai pas vraiment insisté beaucoup là-dessus, mais du type d'activité de l'entreprise. Là, quelqu'un vient de préciser qu'elle avait affaire à des juristes. Ben, la charte de juriste ne ressemblera pas à une charte de vigneron, par exemple. Hein. Je veux dire, il y a des valeurs différentes qui sont données à certaines valeurs. Donc, ça se discute, mais généralement, les gens y prennent, ça les intéresse. Ça les intéresse parce que c'est vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, cette dimension morale, je crois, me semble-t-il, ou je l'ai ressenti souvent, est très fédératrice. Et pouvoir sortir d'une menace juridique, voire judiciaire, fait que les gens s'impliquent facilement, en tout cas dans mon expérience, sur la rédaction de la charte. Et surtout, partant de là, sur le respect de la charte. Oh, nous, on est effectivement en train d'enregistrer, c'était annoncé au début, mais là, il y a quelqu'un qui a peut-être un ordinateur qui voulait enregistrer également. Mais écoute, il va arriver le moment où l'on va se séparer. Je pense que rien que l'abondance de chat montre le caractère attractif de tes propos, de ta personnalité, de l'envie que les gens avaient d'être plus en direct avec toi. Donc, merci vraiment, vraiment beaucoup. Égoïstement, et peut-être est-ce partagé par la cinquantaine de personnes qui sont encore avec nous maintenant, j'ai été marquée par l'idée, et ça moi j'avoue que ça m'a touchée, qu'effectivement, parfois, c'est bon de s'en rappeler, la morale peut être plus forte que la loi. Donc, je trouve que par les temps qui courent, c'est pas si mal d'entendre ça. J'ai bien aimé aussi l'idée que les compétences peuvent être enfermantes, en fait, et de faire le lien avec la responsabilité, dire compétence, responsabilité, pas la même chose, et compétence peut être enfermante. Je trouve que qu'on soit dans des accompagnements d'entreprises familiales ou pas, c'est un apport qui peut bien continuer de nous guider dans nos coachings, il m'a semblé. Et puis… Excuse-moi, j'y pense pas, j'oublie. Quelquefois, on est confronté en tant qu'intervenant à un intervenant interne dans l'entreprise, à quelqu'un qui est dans l'entreprise, un coach ou un consultant, etc. etc. Enfin, je ne sais pas l'expérience que vous en avez, mais généralement, c'est assez galère parce que précisément, les rôles sont très prédéterminés et très enfermants. Et ça, chacun défend son territoire et son point de vue. Excuse-moi, vas-y. Mais je t'en prie, on a fait du cousu, décousu, on continue. Et alors, incidemment, notre patchwork, pour Valérie, je dirais courte pointe, parce que quand je vivais à Montréal, j'avais appris que le patchwork, c'est une courte pointe. Et j'en ai encore une qui a fait beaucoup de kilomètres, parce qu'elle a déménagé de plein de pays pour rester avec moi, ma courte pointe. Et oui, et puis la dernière chose, mais je pense, comme je disais, qu'elle s'applique, cette remarque-là, et ça, je t'avais entendu le dire déjà à la belle époque du dictionnaire, donc ça fait presque 20 ans, c'est l'idée de dire qu'on est toujours plus en position haute par rapport au cadre, mais basse par rapport au contenu. Et ça, je crois que l'on accompagne ou non des entreprises familiales, ça peut rester un de nos mantras. Écoute, merci vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de ce temps, de ta souplesse, de ton agilité dans tout ce qu'on a pu dire. Merci à vous toutes et tous d'avoir
Participez, écrit, posez des questions aussi souvent que vous voulez, revenez vers nous et puis éventuellement on pourra abuser de ton agenda peut-être une autre fois. Donc merci vraiment beaucoup à tout le monde et donc celles et ceux qui aiment le Codev, bienvenue à Paris 6 le 5 mai. Et d'ici là, vous surveillez notre site, il y aura toutes les infos qui seront au fur et à mesure distillées. Merci infiniment à tout le monde et je vous souhaite une belle soirée, en famille peut-être. Bonne soirée à tout le monde, oui. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Soirée.